Bonjour, bienvenue chers amis du Cercle Aristote, chers spectateurs, chères personnes qui naviguez dans les méandres d'Internet. Bienvenue pour une nouvelle interview sur un sujet d'actualité, un sujet brûlant et avec des leçons à en retirer en compagnie de notre ami Bernard Wicht. Bernard, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre chaîne. Bernard, je le rappelle, évidemment, tu es passé plusieurs fois pour des conférences, pour des interviews, mais ici, le sujet, bien évidemment, est brûlant puisqu'on va parler de milices armées, on va parler de ce qu'on peut en retirer, de ce qui s'est passé très récemment en Syrie. On ne parlera pas spécifiquement de la situation syrienne, mais d'un point de vue militaire, armé et tactique, ce qu'on peut en retirer, notamment pour ce qui peut venir potentiellement en Europe. Ça me permet de vous dire que pour les gens qui ne connaîtraient pas Bernard, il a signé 2 livres très récemment, donc Vers l'autodéfense, le défi des guerres internes, qui est sorti aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et le petit livre sur l'Ukraine, ce que l'Ukraine nous dit de la guerre qui vient, pardon, donc qui étaient des entretiens réalisés avec Laurent Chang et Slobodan Despot, que vous pouvez retrouver aux éditions Perspective Libre. Et Bernard, tu nous reviens, on en fera une vidéo dédiée à ce moment-là, mais en début 2025 sortira ton prochain ouvrage pour un peu donner l'idée aux gens très rapidement de quoi va-t-il parler ce prochain ouvrage, très rapidement. Alors très rapidement, il va s'intéresser à différents scénarios d'une possible guerre en Europe, scénario qui se détache un peu du mainstream actuel, qui voit une grande offensive russe vers l'Europe. Et je souhaite mettre en évidence d'autres types de menaces qui me semblent beaucoup plus vraisemblables. Voilà, et ça, c'est prévu pour début 2025. Pour ceux qui seraient intéressés, je rappelle bien évidemment qu'en mars, Bernard sera en conférence pour présenter son livre en Suisse au Cercle Rousseau et qu'il y aura évidemment, dans le courant du printemps prochain, une vidéo dédiée sur l'ouvrage à ce moment-là. Mais parlons de l'actualité, nous l'avons vu ensemble, ça s'est passé en quelques jours, très rapidement, tout d'un coup, des milices armées syriennes de différents groupes, et notamment d'un groupe qui était encore très actif. On n'est pas là pour parler de la situation politique, on n'est pas là pour dire qui a fait quoi, etc. Mais simplement au niveau du phénomène, Bernard, tu peux nous l'expliquer, c'est un phénomène très rapide de prise de pouvoir par une milice armée qui est rentrée, entre guillemets, comme dans du beurre, jusqu'au cœur de Damas et qui a pris de manière effective, même s'il y a encore certaines transitions qui sont en train de se faire, la prise du pouvoir exécutif, on va dire, en Syrie. Oui, alors c'est cet aspect-là qui m'intéresse le plus. Je vais pas me lancer sur une analyse de la situation dans cette région du Proche Moyen-Orient, ni me demander à qui profite le plus cette opération, l'a financée, etc., etc. Non, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est qu'on a véritablement un scénario d'effondrement, et c'est ce scénario d'effondrement que j'aimerais analyser maintenant, parce qu'à mon avis, on a des leçons à tirer pour l'Europe. En effet, cette guerre éclair de 2 semaines qui a provoqué la chute du régime de Bachar al-Assad en a surpris plus d'un, et je fais partie de ceux qui ont été ainsi surpris. Euh, mais revenons vers ce scénario d'effondrement et cherchons à comprendre, à détecter les éléments qui pourraient intervenir dans un futur conflit en Europe. Alors, si je dis ça, c'est pas pour faire du sensationnalisme. Pas pour dire, voilà, bien demain, les milices HTS vont défiler sur les Champs-Élysées, vont défiler sur le coup d'âme à Berlin, etc. C'est pas ça. Mais il faut se souvenir d'une chose importante en matière de prospective militaire, c'est que l'on commet généralement l'erreur d'envisager la prochaine guerre dans les termes et les modalités de la précédente. Or, c'est exactement ce à quoi on assiste à l'heure actuelle en Europe. La précédente guerre, c'était bon, la guerre froide, qui n'a pas eu lieu, mais avec un dispositif militaire soviétique impressionnant qui pouvait
qui pouvait s'emparer de l'Europe qu'on appelait de l'Ouest à l'époque, le tout sur le modèle des grandes offensives soviétiques de la période 1943-1945. Et donc, on continue de raisonner sur, sur ce scénario, on continue de se préparer à se défendre. Donc, on reprend exactement le schéma Deuxième Guerre mondiale, guerre froide. Et ça, je pense que c'est assez dangereux dans une réflexion de prospective militaire. Le grand historien militaire britannique Lawrence Freedman en a fait vraiment un ouvrage et une analyse très approfondie intitulé The Future of Wars, dans laquelle il met systématiquement en évidence ce défaut, ce biais que l'on a, qui fait que l'on veut penser la prochaine dans les termes de la précédente. Et il faut bien reconnaître que l'histoire abonde de ce genre d'exemples. En 39-45, la France, la Belgique préparent un remake enfin, pas en 39-45, on va dire en 36-38, la Belgique, la France préparent un remake de la Première Guerre mondiale. On a des fortifications, on prépare des tranchées, on veut s'arrêter sur un front linéaire, etc. Et donc, peu d'états-majors de l'époque envisagent une guerre de manœuvre comme ce sera le cas à partir de septembre 39 en Pologne et puis ensuite plus tard à l'ouest. Bah, Donc il y en a un qui l'envisage en France, c'est Charles de Gaulle, et il n'est pas écouté. voilà, et alors ça c'est intéressant, c'est que Charles de Gaulle l'envisage. En Grande-Bretagne, vous avez Fuller qui l'envisage également, et on ne les écoute pas. On ne les écoute pas, donc voilà. Et on continue de creuser, de faire des fortifications, le fameux fort d'Eben Emael en Belgique, la ligne Maginot en France, etc. Donc là, on a systématiquement des exemples qui prouvent qu'effectivement, on a de la peine à sortir des schémas précédents. La même chose en 14-18, hein, on prévoit un remake de manière un peu plus moderne, mais quand même de manœuvres de type napoléonienne, avec des soldats français en pantalon garance, des soldats prussiens avec des casques argentés, donc on s'imagine briller sous le soleil, hein, c'était pas forcément le meilleur aménagement du point de vue de camouflage. Et là, on a oublié les leçons d'un conflit qui n'a pas eu lieu en Europe, qui a eu lieu en Afrique du Sud, la guerre des bourgs entre l'armée britannique et les colons hollandais bourgs qui contrôlaient toute cette région. Et on a déjà là tous les éléments pour penser une guerre de tranchées, un feu, ce qu'on appelle le feu posté, c'est-à-dire des soldats embusqués, des soldats à couvert, qui était le cas des bourgs, et qui déciment les tuniques rouges qui montaient à l'assaut un peu à la manière napoléonienne. Oui, avec Donc, le début des armes automatiques, les mitrailleuses, etc., qui justement déciment les rangs adverses, quoi. voilà, exactement. Et il faudra attendre 1916 pour que on commence à l'infanterie 1916 et des centaines de milliers de morts pour que l'infanterie des deux côtés s'adapte à ces armes et développe des tactiques plus appropriées par rapport à cette nouvelle configuration militaire et tactique. Alors, voilà, ça c'est le premier élément. Donc, il faut toujours être attentif aux conflits périphériques parce qu'ils contiennent déjà des leçons de la prochaine. Et c'est ce que j'aimerais faire avec l'offensive éclair de HTS. L'offensive éclair de HTS qui a provoqué la chute de Bachar al-Assad. Oui, Oui. justement, bah, c'est une des questions qui va se poser, c'est quelles sont les leçons à retenir quelque part? Parce qu'on se remet dans le contexte, ça fait il y a plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans qu'il y a un conflit, on va dire, chaud qui s'est ouvert en Syrie avec tous les éléments qui sont arrivés. Il y avait des milices armées de plein de côtés, il y avait des champs de bataille. Les Russes sont venus un peu régler la note, on va dire, entre 2014 et 2016. Puis ça a continué à foisonner comme ça, et tout d'un coup, c'est un conflit qui ressurgit
et qui, on va dire, prend très très vite le régime des Assad, la dynastie des Assad qui était depuis 50 ans installée en Syrie et qui tout d'un coup en 2 semaines tombe avec Bachar et sa famille qui trouve refuge qui se réfugient en Russie. Euh, quelles sont les leçons à retenir? Parce que c'est un scénario un peu larvé, mis sous le tapis tout d'un coup, qui ressurgit et qui explose et qui change totalement la donne. Quelles sont les leçons à retenir de ça? Alors, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est les acteurs en présence. On a d'un côté un État, la Syrie, tenu par un régime autoritaire, le régime de Bachar. Ce régime n'a plus beaucoup, presque pratiquement plus de soutien au sein de la population, et les forces de sécurité de ce régime n'ont plus envie de se battre pour lui. Donc ça, c'est une chose qu'on avait, je dirais, un peu omis de garder à l'esprit, c'est que ce régime ne tenait qu'autour de Bachar et de son clan. L'État n'était plus du tout cet aspect cohérent que l'on définit généralement en sciences politiques comme un gouvernement, un territoire et une population. Alors il y avait bien un gouvernement autoritaire, un territoire déjà fortement morcelé et une population qui, elle, de plus en plus était, on va dire, au pire silencieuse vis-à-vis du régime, mais dans la plupart des cas hostile. Alors ça, c'est le côté de l'État syrien qui, au fond, ne tenait plus qu'à un fil, hein. On pourrait utiliser une plaisanterie en disant que c'était un État téléphérique qui ne tenait plus qu'à un fil. Alors, et autour d'une personnalité, Bachar al-Assad. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a une nébuleuse de groupes armés, de milices. Donc c'est pas une armée régulière, c'est pas des mercenaires, c'est une nébuleuse de groupes armés, de milices qui vont réussir à se coaliser, même on peut dire à se coaguler pour faire une force de frappe suffisante. Et donc ils vont réussir en 2 semaines, donc c'est véritablement une opération éclair, à faire s'effondrer cet État vermoulu, cet État qui était complètement vidé de sa substance. Et donc c'est dans ce sens-là, par rapport à ces deux situations, celle d'un État vermoulu, d'un État qui n'est plus qu'une coquille vide, qui tient autour d'un régime, et de l'autre côté, non pas une armée régulière, mais une coalition de groupes armés. Et cette coalition de groupes armés ne va pas pratiquer, c'est là de nouveau une spécificité, elle ne va pas pratiquer la guérilla, elle va pratiquer une offensive éclair avec des chars, mais aussi beaucoup avec des pick-up, comme on en voit de plus en plus dans les conflits de ces 10, 20 dernières années, avec des combattants formés, mais qui ne sont pas des soldats réguliers, et qui bénéficient du soutien d'un parrain dans le voisinage. Il semblerait que dans ce cas-là, ce soit la Turquie et le Qatar. Donc c'est une situation assez intéressante parce qu'on a à la fois un conflit conventionnel, hein, ça a été une attaque conventionnelle, pas des opérations de guérilla, ni des attentats terroristes, etc., mais vraiment une opération conventionnelle, mais lancée par des forces irrégulières et avec quand même une certaine forme de combat, de guerre par procuration, de proxy. C'est sûr que les milices qui maintenant ont pris le pouvoir à Damas sont syriennes et veulent contrôler la Syrie. Mais elles n'auraient pas pu le faire si elles n'avaient pas eu des parrains relativement puissants qui les ont équipés et qui ont aussi, je dirais, fait un travail autour. On est en train de comprendre que Russie et Iran ont été convaincus de laisser faire. Voilà. Et quelque part, alors encore une fois, hein, je fais pas ça par sensationnalisme, mais en disant, est-ce que l'on n'a pas quand même certaines similitudes avec une situation en Europe, c'est-à-dire une situation qui ne serait pas celle
d'une invasion, mais celle, je dis bien, d'un scénario d'effondrement. On a quand même beaucoup d'États en Europe où la population est de plus en plus détachée du gouvernement, où les forces armées régulières sont réduites à peau de chagrin, où des groupes armés, cette fois, ce n'est pas des groupes politiques, c'est plutôt des gangs, des gangs qui tiennent des portions des portions de zones urbaines, qui sont extrêmement bien financés via le trafic de drogue. Et donc, on pourrait envisager un effondrement au sens où à un moment donné, une coalition de ces gangs intervient de manière autre que par la simple fusillade au coin d'une rue et provoque le départ d'un chef d'État. Regardons aussi au-delà des États. euh, Évidemment, je pense là à la France et à l'Allemagne, où le pouvoir politique est de plus en plus, je veux dire, déstabilisé, où la confiance dans les institutions a pratiquement complètement disparu au sein de la population. Mais reprenons aussi l'architecture générale de l'Union européenne. L'Union européenne ne fait plus recette parmi les citoyennes et les citoyens d'Europe. L'Union européenne, c'est quoi? C'est maintenant, de plus en plus, elle nous apparaît sous la forme de quelques commissions, de quelques chefs de commission de la commission, la chef de la commission, Madame von der Leyen, d'autres commissaires qui sont à ses côtés et qui, au fond, parlent au nom de toute l'Europe. Mais on a vraiment l'impression que c'est pas du tout, c'est pas du tout ancré dans les terroirs, ni dans les opinions publiques européennes. Donc là aussi, on a quand même, sans faire une équation 1-1, on a quand même des États qui sont de plus en plus vidés de leur substance, qui tiennent parce que la fonction centrale, la fonction présidentielle, la fonction chef du gouvernement est encore occupée, avec une population qui autour essaye de s'en accommoder, bon an, mal an. Et des forces armées qui, bon, voilà, qui sont des forces de sécurité qui sont relativement importantes, des forces militaires qui le sont de moins en moins. On a quand même une situation qui comporte certaines similitudes avec la description relativement rapide que j'ai fait de la Syrie de Bachar al-Assad. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ben, de l'autre côté, on a une myriade de gangs de tous ordres qui sont pour le moment de loin pas fédérés comme HTS l'a été en Syrie. Mais si on regarde maintenant que les informations commencent à sortir, il y avait un article assez important dans le Guardian de Londres disant qu'il leur a fallu quand même plus d'une année pour se coaliser, se fédérer, se préparer à cette opération éclair. Donc, ils ne sont pas partis, comme ça La suite sauvette. à la sauvette, où ils ne sont pas partis suite à une belle fête. Allez, on va faire un rezou sur Damas. Non, c'était vraiment quelque chose de préparé. Et le travail de fédération de ces groupes armés a été considérable. Donc, alors après, on reprend la situation en Europe, on a de nouveau de plus en plus des narco-gangs qui sont très bien organisés, qui sont très bien équipés, qui évidemment se font la guerre entre eux, ça c'est sûr. Euh, il suffit d'avoir passé quelques nuits Bruxelles pour vous rendre compte que les nuits bruxelloises ressemblent de plus en plus aux nuits new-yorkaises en termes de sirènes d'ambulance et de sirènes de police, et que toute la région qui est Rotterdam, Bruxelles, Anvers, et ensuite l'entrée vers la France, et vers l'Allemagne naturellement, eh bien c'est devenu les autoroutes du trafic de drogue.
Et ces groupes sont de plus en plus forts, de plus en plus riches aussi. Et là, si on a une richesse financière parmi ces groupes qui est générée par l'économie grise, il ne faut jamais oublier que économie grise ou pas, le surplus en termes financiers est la première règle pour engager les combattants. Quand vous pouvez payer les combattants, alors vous pouvez garantir d'avoir un embryon de force armée. Donc, on a là aussi de l'autre côté côté milice, côté gang, côté groupe armé, on a un potentiel qui est considérable. Et là, on peut envisager l'engagement de combattants, mercenaires, etc. N'oublions pas que les guerres successives, l'empilement des conflits au Proche et Moyen-Orient a créé un réservoir de combattants expérimentés qui sont non seulement capables de se battre, mais qui sont capables de commander, qui sont capables de s'équiper militairement, un réservoir, mais colossal, colossal. Et certains pays l'ont déjà utilisé. L'Azerbaïdjan, lorsqu'il a repris la zone du Haut-Karabakh qui était sous contrôle arménien, il n'y a pas eu beaucoup de soldats azéris qui se sont battus. C'était essentiellement des combattants islamistes recrutés précisément en Syrie-Irak, des mercenaires officiers détachés de Turquie. Donc là, on était en plein dans un schéma de moitié guerre par procuration, parce que ce n'est pas l'armée azérie qui s'est battue, mais qui s'est battue ce groupement fait de combattants islamistes, de mercenaires, etc., a quand même réussi à être suffisamment cohérent et efficace pour reprendre le Haut-Karabakh en deux phases, la deuxième étant à nouveau une phase éclair. Oui, Donc, et rappelons que l'Azerbaïdjan, justement, grâce à l'argent du gaz et du pétrole dont il profite et qu'ils exploitent une partie des ressources, a pu justement dégager suffisamment de surplus pour pouvoir payer ses combattants. voilà, et payer ses combattants et s'équiper largement de drones et de drones tueurs, etc. Donc, voilà, si l'Europe a un adversaire, et je pense qu'elle en a un maintenant avec la façon dont elle s'est comportée dans l'affaire ukrainienne, cet adversaire n'a pas besoin de se lancer lui-même dans la bataille. Il peut lui aussi recruter, fédérer, coaliser, équiper, encadrer et prévoir une opération éclair. Je ne sais pas sur quel objectif pour le moment. Ce serait une analyse à faire qui provoquerait un effondrement d'un gouvernement en Europe, l'effondrement d'une superstructure de l'Union européenne, etc., etc. Donc, il faut pas rejeter ces réflexions avec l'argument facile de dire oui, oui, mais bon, ça peut jamais se passer chez nous. Hein. On connaît ce genre de phrase. Tout ceci ne peut jamais arriver chez nous. Non, au contraire, il faut l'analyser et voir que les paramètres de l'art de la guerre à l'heure actuelle ont changé fondamentalement en profondeur. C'est-à-dire que il y a les armées régulières sont en train de tirer leur révérence. Les groupes armés constituent un bassin de recrutement très important et pas très loin de l'Europe. Hein. Euh, le Liban, c'est à 4 heures d'avion de Paris, c'est à 4 heures d'avion de Zurich, c'est à 4 heures d'avion de Berlin. Voilà. Ces groupes sont capables de circuler à travers les flux migratoires. Souvenons-nous que personne non plus n'a vu arriver Daesh il y a une dizaine d'années. Donc, ils sont capables de se mobiliser, de circuler via les réseaux de la globalisation, en particulier les flux migratoires.
Donc la menace est réelle. La menace est réelle. Reste à savoir quels seraient les objectifs qu'il faudrait prendre en considération pour éviter ce type d'effondrement. Oui, alors ce qui est très intéressant, ce qu'on en retire, c'est que surtout maintenant ces conflits, on va dire, modernes, dans ces opérations modernes, c'est qu'on a, des problématiques extrêmement locales, voilà, à l'échelle d'un maximum d'un pays, mais surtout des fois de villes, de quartiers, de réseaux entre de villes, entre un port et une ville et une capitale ou un centre et des choses comme ça, avec des problématiques très locales, donc un ennemi, un adversaire qui est déjà à l'intérieur des frontières, qui ne casse pas la frontière pour venir, mais qui est à l'intérieur des frontières, mais qui profite de toute la logistique mondialisée et des outils mondiaux, les communications, la logistique mondiale, ou quelque part les réseaux de communication directe, la technologie des drones, où on n'est plus dépendant d'un arsenal, on va dire, constitué d'un stock local, mais entre guillemets, on profite de tous ces flux mondialisés pour régler des problématiques de manière locale et on peut même faire venir comme tu l'as dit Bernard, des combattants qui viennent d'autres pays du moment qu'on a de quoi les payer, mais je veux dire très rapidement et assez facilement grâce à cette logistique. Donc c'est une façon totalement différente, comme tu l'avais dit en préambule, de voir la guerre par rapport à ce qu'elle était au XXe siècle. Oui, et n'oublions pas que on parlait de l'ennemi que l'Europe s'est elle-même créée. On parle de la Russie, donc l'Europe a tout fait pour que désormais la Russie soit son ennemi. Mais justement, cet ennemi-là, lui, il sait manœuvrer avec ce type de combattants qui sont, on va dire, conventionnels au sens où ils ne pratiquent pas le terrorisme et la guérilla, mais qui sont irréguliers parce qu'ils n'appartiennent pas à une armée nationale, Régulière. une armée régulière nationale. Mais prenons l'exemple d'abord les milices tchétchènes qui ont porté le poids des combats à Mariupol. Donc là, l'armée russe, l'état-major russe a montré qu'il était capable d'intégrer au sein d'une armée régulière, avec ses procédures d'état-major, avec ses règles, des forces irrégulières tchétchènes, particulièrement adaptées au combat dans la zone de Mariupol. Il a renouvelé cette démonstration avec l'utilisation des Wagner, des mercenaires de la SMP Wagner, lors de la bataille de Bakhmut. Ça veut dire qu'il y a un savoir-faire où on peut intégrer des forces irrégulières dans un conflit plus conventionnel. Je dirais qu'à l'Ouest, on n'est pas capable de faire ça. On va me dire, oui, mais il y a eu des SMP américaines très nombreuses qui ont travaillé en Irak, qui ont été en Afghanistan. Mais elles ont jamais été intégrées à ce point-là à l'armée américaine. En Irak, elles avaient des tâches propres, des tâches de gardiennage, des tâches d'escorte, etc. Mais elles n'étaient pas dans le dispositif de l'armée américaine. De même en Afghanistan. Donc, il y a certains. Là, la Russie, elle a franchi le pas, elle est capable de faire travailler de concert et de manière efficace des forces régulières conventionnelles et des forces irrégulières, le tout sous un commandement unifié. Donc ça, elle sait le faire. Deuxièmement, le problème du surplus financier pour entretenir tout ça. Hein, le trafic de drogue est suffisamment juteux. Il y a eu ce fameux rapport alarmiste et alarmant du Sénat français pour montrer combien l'économie de la cocaïne et de toutes les drogues était un business florissant de ce point de vue-là. Donc, il y a des questions à se poser, il y a des analyses à faire. Rappelons-nous que le 7 octobre 2023, c'est un groupe armé, le Hamas, qui réussit une opération surprise face à un pays super bien préparé, Israël. Alors après, on sait ce qui s'est passé, mais l'opération a réussi. Et c'est quand même assez incroyable de voir, on ne l'a pas beaucoup dit dans les analyses, que dans toutes les guerres israélo-arabes, 56, 67, guerre des 6 jours, 73, guerre du Kippour,
à chaque fois, l'armée israélienne a dominé son adversaire euh, vraiment de manière éclatante. Et en revanche, face à des groupes armés, c'est là qu'elle a commencé à subir des défaites tactiques, des défaites provisoires, mais des défaites tout de même. Ouais. Et donc, du coup, bah, la dernière question qu'on peut se poser dans cet entretien, c'est effectivement quelle réponse pour les États, les structures et surtout les populations européennes face à ce risque. On n'a pas envie de dire imminent, mais qui peut arriver. On a vu avec ce qui passe en Syrie, qui peut très bien ne jamais arriver, comme qui peut arriver dans 6 mois, quoi. Absolument. Quelle réponse à mettre en place? Qu'est-ce qui est possible de faire? Comment analyser? Comment s'adapter à ce nouveau type de menace intérieure, mais qui profite de flux mondialisés? Alors, je vais répondre par une formule bien connue. On chasse le loup afghan avec un chien d'Afghanistan. Donc, on ne peut pas envisager de combattre des groupes armés qui sont à la fois dans l'économie grise, dans l'illégalité, mais qui ont un véritable pouvoir militaire, c'est-à-dire qui sont qui correspondent parfaitement à la définition de la guerre hybride, qui n'est pas la définition qu'on a donnée à propos de la Russie concernant son intervention en Crimée. La guerre hybride, c'est on utilise des objectifs, on vise des objectifs politiques avec des moyens militaires, mais aussi des moyens privés, des moyens illégaux, des moyens terroristes et des moyens de guérilla. Donc là, il faut être conscient que on ne va pas, on n'est pas du tout prêt à répondre à cette situation. On n'a pas encore le chien afghan qui nous permette de chasser le loup d'Afghanistan. Il y a encore un élément qu'on n'a pas mentionné dans cette discussion maintenant, c'est que les milices qui ont provoqué l'effondrement du régime de Bachar en 2 semaines, connaissaient parfaitement le terrain. La plupart des combattants avaient vécu dans ces régions. La plupart des combattants avaient des contacts dans ces régions. Ouais, Donc des là réseaux, ouais. aussi, des réseaux pouvaient compter sur des solidarités, etc., sur du renseignement. Donc ils avançaient dans un terrain qui était déjà, où ils bénéficiaient déjà d'un maillage en termes de solidarité, en termes de renseignement, en termes d'information, en termes de soutien divers, etc. Donc, on voit que là, les vieilles leçons de la guérilla, c'est-à-dire contrôler la population d'une région que l'on veut ensuite investir, elles sont toujours valides. Et dans nos sociétés en Europe, on a aussi ce genre de maillage euh, dans les périphéries urbaines. Donc, voilà la situation. Le problème, c'est que les États réagissent à ça, disons, de manière la plus contre-productive possible. C'est-à-dire que au lieu d'essayer de reprendre confiance, de reprendre contact avec leurs citoyens, de pouvoir s'appuyer sur ces citoyens, non, ils développent une attitude de plus en plus autoritaire. Regardez la situation en Angleterre cet été. On a des émeutes, on s'est immédiatement empressé d'affubler les gens qui étaient désespérés de voir que l'on pouvait tuer des enfants et que le gouvernement ne faisait rien. On les a immédiatement, ces gens-là, on les a immédiatement affublés du terme d'extrême droite, de nationalistes dangereux, etc. De Donc, fascistes, etc., etc. etc., etc. On avait essayé la même chose avec les Gilets jaunes dès le départ en disant qu'ils étaient antisémites, qu'ils étaient homophobes, etc. Parce qu'il fallait les, 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 Discrédité. les discréditer. Donc, c'est pourquoi la réponse, elle n'est pas facile. La réponse, elle n'est pas facile. Elle n'est en tout cas pas dans les institutions étatiques actuelles.
Alors comment est-ce qu'on peut, voilà, c'est un peu l'exercice de prospective, comment est-ce qu'on peut, l'imaginer? Je rappelle quand même un des titres de tes ouvrages, Vers l'autodéfense, le défi des guerres internes. On est clairement dans ce type de scénario. Est-ce que l'autodéfense ou une forme d'organisation, de milice citoyenne, de milice armée peut être une des réponses appropriées à ces questions-là ou c'est complètement désuet? Non, je pense que c'est la réponse adaptée. C'est la réponse adaptée. Si on voit ce qui se passe au Mexique, parce que Bah, bon exemple le Mexique, voilà. oui, l'Europe, en tout cas l'Europe occidentale, dans la région que j'ai mentionnée, donc Pays-Bas, Belgique, France, une partie Allemagne, voilà. Catalogne. Et on est dans un, elle est en pleine mexicanisation, c'est-à-dire que euh, le pouvoir des narcos est de plus en plus important. Il permet de faire pression sur l'État. On l'a vu en Belgique, on le voit avec la famille royale aux Pays-Bas. Euh, Qu'est-ce qui se passe au Mexique? Bien, finalement, les gens s'organisent en groupe d'autodéfense pour éviter simplement que leurs enfants soient kidnappés, que leurs enfants soient sollicités de manière extrêmement soutenue par les trafiquants de drogue. Et donc, on commence à avoir des embryons de groupes qui s'organisent pour faire face à cette situation, parce que de l'autre côté, l'armée et la police sont vraiment incapables de régler le problème. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'on reconstitue à l'échelle locale un système d'autodéfense, de défense de proximité. Rappelons que il n'y a pas si longtemps que les pays occidentaux, au moment de la guerre froide, avaient développé un système qui s'appelait la défense opérationnelle du territoire et qui visait à mailler le territoire de gardes locales, de garde locale, de systèmes de combattants, on va dire, de citoyens soldats, qui est encadré par des officiers professionnels, de façon à éviter que une cinquième colonne, des opérations Spetsnaz, etc., puissent évoluer sans difficulté à l'intérieur du territoire national. Cette défense opérationnelle du territoire a été mise en place par la plupart des pays d'Europe occidentale face à la menace soviétique. Citons l'exemple du Portugal à cet égard, qui était assez intéressante. Le Portugal avait pendant la guerre froide, peu de moyens militaires. Bon, il était aussi pas en première ligne, on est d'accord, mais il avait aussi développé un système de garde locale, et ces gardes locales étaient encadrés par des officiers et des sous-officiers de l'armée régulière portugaise. Et ces gardes locales avaient précisément pour but d'éviter qu'il y ait dans le territoire des trous dans lesquels on puisse organiser des opérations clandestines, etc., etc. Donc là, on a des solutions. Il faut seulement le vouloir. Oui, bah, justement et c'est ça qu'on essaiera de suivre. En tout cas, la situation est à la fois très intéressante et stimulante au point de vue intellectuel, mais également potentiellement inquiétante, hein, pour la stabilité de beaucoup de pays en Europe de l'Ouest. On verra ce qu'on pourra en tirer. Je rappelle les ouvrages de Bernard que vous pouvez vous procurer, Vers l'autodéfense au défi des guerres internes aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Vous pouvez également le petit livre sur l'Ukraine, ce que l'Ukraine nous dit de la guerre qui vient aux éditions du Perspective Libre du Cercle Aristote. Et on se réjouit, justement, sur cette thématique, on se réjouit de la sortie du prochain livre de Bernard au début de l'année prochaine, donc mars-avril 2025. Bernard, merci beaucoup d'être venu sur ce sujet sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote. Merci de votre accueil, merci de cet entretien.
Et je rappelle que, ben, évidemment, tu es le bienvenu, quand tu veux, en fonction de l'actualité, en fonction des choses qu'il y a à dire et à décrypter, sur ce type de sujet. Tu es le bienvenu, quand tu veux sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote, sur la chaîne Twitch et bien entendu, également en conférence ce printemps pour présenter le nouveau livre, au Cercle Rousseau, donc la section, suisse, la section helvétique du Cercle Aristote. Chers spectateurs, si vous avez apprécié cet entretien, n'hésitez pas non seulement à aller vous renseigner sur les productions de Bernard, mais également à soutenir le média et les livres du Cercle Aristote. On est en pleine période de vente de Noël et quoi de mieux pour passer des bonnes fêtes d'offrir des ouvrages ou des productions du Cercle. En tout cas, ça nous fait toujours très plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée si vous nous écoutez en soirée et ben, au prochain épisode et au prochain entretien. Merci beaucoup, au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.